Nous allons dans cette vidéo aborder le dynamisme des masses d'eau dans les mers et dans les océans. Nous ne parlerons pas ici du cycle de l'eau et cette vidéo est plutôt à destination des élèves du cycle 4 au collège. Alors les mers et les océans sont animés de différents mouvements. Tout d'abord, des mouvements de surface. En effet, la surface des mers et des océans n'est pas lisse, elle est animée par des vagues qui dépendent de la force du vent. Ainsi, si on symbolise le vent par cette flèche violette, eh bien celui-ci exerce une pression à la surface de l'eau qui va générer la formation des vagues. Plus le vent est fort, plus les vagues formées vont être grandes. On peut donc dire que la formation des vagues est étroitement liée aux conditions météorologiques. Les mouvements de surface ne sont pas les seuls qui animent les océans et les mers. Il existe en effet des courants marins qui vont également affecter les eaux profondes et qui sont à l'échelle du globe. Pour comprendre comment ces courants marins sont formés, il faut s'intéresser aux paramètres physico-chimiques qui permettent la mise en mouvement des masses d'eau. Pour cela, nous allons étudier deux paramètres, la température, avec un échantillon d'eau froide et un échantillon d'eau chaude, et puis la salinité, c'est-à-dire la quantité de sel dissous. On a symbolisé ici dans l'eau froide les molécules d'eau. On voit qu'elles sont proches les unes des autres, l'eau froide est dense, elle va avoir tendance à plonger. En revanche, si on examine l'eau chaude, pour laquelle on a également représenté les molécules d'eau, on voit que celles-ci sont éloignées les unes des autres. L'eau chaude est moins dense, elle aura tendance à remonter. Pour ce qui concerne la salinité, plus il y a de sel dissous dans l'eau, plus la salinité est forte, plus la masse d'eau concernée aura tendance à plonger. On voit ici que ces deux paramètres, la température et la salinité, sont responsables de la mise en mouvement des masses d'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'échelle du globe? Pour le comprendre, on va représenter la surface de la Terre ici par cette droite allant de l'équateur au pôle. Et on va prendre un peu de hauteur et aller examiner la relation entre le Soleil et la Terre. Le Soleil réchauffe la Terre grâce à son rayonnement. Or, ce rayonnement ne frappe pas la surface terrestre avec la même intensité partout. En effet, comme la Terre est ronde, les rayonnements arrivent perpendiculairement au niveau de l'équateur. Ils chauffent une petite surface, le rayonnement solaire moyen arrivant à l'équateur est fort. Si l'on va vers les pôles, étant donné que la Terre est ronde, la même quantité de rayonnement solaire, qui est représentée ici, va chauffer une surface plus grande. Le rayonnement moyen solaire arrivant sera faible. On comprend ici que les masses d'eau ne sont pas chauffées de la même manière au niveau de l'équateur ou au niveau des pôles. En effet, à l'équateur, on va trouver des masses d'eau chaude qui auront tendance à remonter, tandis qu'au niveau des pôles, on va trouver des masses d'eau froide qui vont avoir tendance à plonger. J'ajoute qu'au niveau des pôles, l'eau est plus salée, ce qui renforce encore ce mouvement de descente. En effet, étant donné que la banquise est formée à partir de l'eau de mer et qu'elle ne prend pas le sel dans sa composition, le sel sera en plus grande quantité au niveau des pôles. Ceci va conduire à une circulation générale des eaux dans les océans que l'on appelle la circulation thermohaline. Il s'agit d'un courant global qui permet le brassage des eaux dans tous les océans du monde. J'ajoute que cette circulation thermohaline se décline en grands courants, dont le fameux Gulf Stream qui vient impacter les côtes nord-américaines, mais également les côtes françaises. On peut donc conclure qu'il existe deux grands types de courants et de mouvements qui affectent les masses d'eau dans les océans, des courants marins à l'échelle du globe et des mouvements de surface avec la formation des vagues.